quel est le salaire moyen ici en France? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre ici en France pendant la saison hivernale? L'argent. Et tout est sorti à 114 euros. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de vivre en France? Les Français? En plus, la mentalité des gens à la montagne est toujours plus fermée, surtout envers les étrangers. En arrivant ici n'étant pas française, nous subissons toujours un peu de racisme. Bonjour deux fous de voyage, nous continuons à skier. Dans les montagnes de France, cette fois accompagnée d'Éline, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Éline Day, petite amie de Kevin, est aussi monitrice de ski et snowboard. Dans cette vidéo, ce sera l'un de vos favoris, parmi les plus vus sur la chaîne. Et c'est pour découvrir comment est la vie en France. Nous allons en apprendre un peu sur les salaires, la sécurité, tout, sur les traditions, tout ce qui se fait. Évidemment en hiver, parce qu'Éline passe toute la saison ici. C'est bien ça? Exactement. Je suis d'origine italienne et je vis en France depuis environ 7 ans. Pendant la saison d'hiver, bien sûr, parce qu'ici en été, surtout dans les 3 vallées de Courchevel, c'est très calme. Dans la première vidéo, nous avons exploré toute la vallée de Courchevel, mais dans cette vidéo, nous allons explorer les 2 autres, qui sont Méribel et Val Thorens. Vous allez découvrir de nouveaux paysages. Regardez comme c'est incroyable. C'est la première fois que j'ai ce style de cabine qui a comme un film teinté. Élie m'aide à la soulever et ensuite il la soulève. Pour éviter d'être ébloui par le soleil, tu la mets et regarde comme c'est joli. Alors, on va commencer à poser des questions à Éline, mais avant ça, faisons quelques prises de tout cet endroit. Comment décrirais-tu la vie en France? Mon expérience principale se déroule ici à la montagne, donc j'ai plus d'informations sur la vie en France en hiver. Mais j'ai aussi passé quelques étés en France. Au sud, sur la côte d'Azur, comme Niskan, on trouve aussi des lieux luxueux. La vie ici, vraiment, est très intense pour nous pendant l'hiver parce que nous travaillons tous les jours, c'est-à-dire que nous n'avons pas de jours de repos. Nous ne nous arrêtons jamais. Nous sommes toujours sur les pistes en train de travailler. Nous avons la chance d'exercer un beau métier, vivant de notre passion. Et ici, en tant que professeur, j'ai toujours skié toute ma vie, mais bien sûr, peut-être aussi... C'est intense et difficile car ce sont seulement 5 mois de travail non-stop entre ski, clients et tâches. Mais du lundi au vendredi ou même les week-ends? Oh, surtout les week-ends. Ici, on ne s'arrête jamais. Pas de Noël, Nouvel An ou Semaine Sainte. Quand c'est les vacances pour vous, la charge de travail augmente pour nous. Waouh! Donc tu travailles à presque sans pause pendant 4 ou 5 mois? Exactement. On prend parfois quelques jours de repos car le corps en a besoin, mais je connais des professeurs travaillant sans pause depuis le 1er décembre. D'accord. Et quand la saison d'hiver se termine, est-ce que tu as un autre travail ou tu te reposes pour le reste de l'année? Eh bien, j'aimerais pouvoir me reposer, mais je dois gagner ma vie. Donc, pendant l'été, je retourne en Italie pour aider ma famille, qui a aussi un refuge en montagne. Je vis de la montagne toute l'année. Et là, nous gérons un refuge qui se trouve au sommet d'une montagne, où nous avons un restaurant et un hébergement. Et nous avons aussi tout le secteur laitier, avec des vaches et la production de fromage. Waouh, tu ne t'arrêtes jamais, vraiment, tu ne t'arrêtes jamais. Regardez, nous arrivons au sommet de Méribel, puis nous allons traverser vers Baltoran, qui est comme la vallée la plus éloignée depuis Courchevel, là où nous logeons. Nous allons viser la fin, puis revenir progressivement. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les pistes de ski ferment à 16h30, donc
les télécabines aussi. Et l'idée, ce n'est pas de rester dans ces vallées et ensuite devoir trouver un transport pour l'autre vallée. Mais comme je vous l'ai dit, ici à Courchevel, il y a le plus grand domaine skiable du monde, donc on peut pratiquement aller entre les 3 vallées en skiant et en prenant les télécabines, les téléphériques, les télésièges. Et voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci. Dis-moi, quel était le salaire minimum et quel est le salaire moyen ici en France? Et bon, puisque tu m'as dit que tu as été autant dans le sud qu'ici dans les montagnes, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence? En France, le salaire minimum, appelé salaire minimum interprofessionnel de croissance, est d'environ 11,65 € de l'heure. Donc un net mensuel d'environ 1300 €. Et il y a ici à la station une distinction très claire entre les travailleurs sous contrat et les travailleurs indépendants, comme moi par exemple. Donc les travailleurs sous contrat, comme ceux qui travaillent à l'hôtel, dans les restaurants, eux, ils ont un salaire fixe. Je crois que c'est à peu près autour de 2000 $ par mois, donc c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, mais ils gagnent beaucoup de pourboires. D'accord, surtout parce que j'ai remarqué que le coût de la vie ici dans les montagnes est un peu plus élevé que, par exemple, dans d'autres quartiers du pays. C'est bien ça? Oui, bien sûr, parce que le fait aussi que nous soyons en altitude fait que tout est plus cher. Par exemple, le marché coûte 30% de plus que ce serait en ville. Et peut-être qu'il est difficile d'obtenir un certain type d'aliments, un certain type de régime. C'est-à-dire, nous sommes un peu limités dans l'accès aux services normaux que nous aurions ailleurs. Donc c'est un peu cher de vivre ici, et en plus nous ne vivons pas au sommet de la montagne. Pour ceux vivant plus haut, c'est encore plus cher. Bien sûr, parce qu'ils vivent dans un petit village qui s'appelle La Perrière, qui est à environ 15 ou 22 minutes du sommet. De Courchevel, 1850. C'est à peu près jusqu'où on peut monter en voiture. Après, on prend les téléphériques pour monter et skier. Mais Kevin me disait que plus on monte, plus les coûts augmentent. Il y a des différences notables. Corrige-moi, Téline, entre Khrouchtchev 1450, 1650, 1850. Exactement, plus on s'éloigne et plus on voit que le style de vie est plus luxueux, ils ont des services plus haut de gamme. Donc, un appartement à 1850 vaut plus du double du même type d'appartement à 1300 par exemple. Waouh, bon, on va bientôt arriver et on doit descendre pour skier un peu plus, mais on va bientôt vérifier tous ces prix. Moi, depuis les montagnes de France, j'ai plein de réseaux. Et ça m'impressionne qu'un endroit aussi éloigné des villages, des villes, ait une très bonne couverture. Bon, ici, nous sommes arrivés au sommet du mont de la Chambre, qui est un peu la connexion entre le menhir et Méribel. Donc d'ici, en suivant les 500 mètres, nous allons arriver à Val Thorens, et de là, en travaillant dans le village. Éline, tu prononces très bien. Parles-tu français? Oui, je parle français parce que j'ai étudié en Suisse, à Genève pendant 3 ans, et j'ai passé la saison ici en France. En plus de l'italien, l'espagnol et le français, parles-tu une autre langue? Oui, l'anglais et le portugais. Waouh. Donc tu es polyglotte? Éline, penses-tu que le français soit indispensable pour travailler en France? Eh bien, je ne te dirai pas que c'est nécessaire. Mais bien sûr, le fait de parler la langue locale t'aide beaucoup, surtout pour entrer en contact avec tout l'aspect plus local de l'endroit. Le fait d'avoir les portes ouvertes en parlant français, vraiment, ça m'a beaucoup aidé à avoir accès à de nombreux services. Ce que l'anglais seul ne te permet pas, je recommande d'avoir un niveau de français de base pour mieux se connecter avec les personnes d'ici. Bien sûr, parce que la majorité de tes clients ne sont pas français.
Non, 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 non. En fait, ils viennent du monde entier. J'ai même eu des clients chinois et indonésiens, mais des Français? C'est compliqué car c'est une classe sociale très particulière. Bien sûr, j'imagine que les Français préfèrent aussi des instructeurs français. Oui, disons que moi, en tant que professeure indépendante, je travaille plutôt avec un public plus restreint. Et les clients français travaillent davantage avec les institutions, c'est-à-dire l'école du centre d'enseignement français, l'école de ski française. Avant, j'étais dans cette école et puis après 5 ans, je me suis mise à mon compte. D'accord, parce qu'il y a deux façons de prendre des cours de ski. À travers une école ou avec une instructrice privée. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Officiellement, nous sommes à Val Thorens. Val Thorens, je ne sais pas comment ça se prononce. Val Thorens. Ah, Val Thorens. Et maintenant, nous allons commencer à skier vers le bas de cette vallée pour atteindre les petits villages. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que des montagnes enneigées tout autour en ce moment, mais au fur et à mesure qu'on descend, on retrouve la civilisation. Plus de télésièges, plus de restaurants, de chalets, d'hôtels, etc. Et ensuite, remonter pour retourner à Méribel. Et si on a le temps, refaire Courchevel, sinon il nous reste plusieurs jours de ski. Ne vous inquiétez pas, mes fous. Quelle beauté! Regardez Hélène là-bas en train de faire ses devoirs. Regardez comme c'est cool. C'est un nouveau niveau de tyrolienne débloqué avec les skis sur le dos. Allons-y ensemble, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. 1, 2, 3, wouhouhou. La 360 est tombée en panne et je n'ai pas pu faire plus de vidéos, mais bon, une petite vidéo avant de sortir. Parce qu'il faut ranger la caméra. Regardez, quelle beauté la vallée de Baltorin depuis cette perspective. Quel dommage que j'ai cassé la caméra, mais bon, je vous laisse quand même avec quelques images. Nous sommes sortis de cette tyrolienne et franchement, l'expérience était spectaculaire, pleine d'adrénaline. Au début, il t'aidait à t'installer, mais pas pour les 2 tyroliennes suivantes. C'était autonome, c'est-à-dire que tu devais tout faire toi-même. Et c'était très difficile de freiner, donc tu te prenais un coup, alors je mettais comme le frein à main. Avant d'arriver à la station, pour éviter un accident, j'ai adoré. Et toi, Hélène, qu'en as-tu pensé? Waouh! Incroyable, beaucoup d'adrénaline et de vitesse au-dessus des ischio-jambiers. Waouh! Regardez tout ce qui m'entoure. C'est la vallée de Belthoren, c'est-à-dire comme le village. Et à la différence de Courchevel ou Méribel, celui-ci n'est pas divisé en niveaux. C'est pratiquement tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, Hélène? C'est ça, n'est-ce pas? Regardez, quelle beauté! Ce sont comme les chalets par là. Oui, il y en a partout, avec bien plus d'appartements et d'immeubles, contrairement à Courchevel, plus luxueux, où l'on voit surtout des chalets du même propriétaire. Ici, les constructions sont plus anciennes, des années 80, et tu vois sur les petits balcons tous les gens ici en train de prendre le soleil et d'en profiter. Cette vallée est aussi bien plus économique que les 2 autres, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Quel pourcentage cela représenterait-il? Eh bien, le forfait de ski est le même pour les 3 vallées, donc c'est assez rentable.
En termes d'hébergement, je pense qu'une semaine ici va te coûter environ 2 fois moins cher qu'à Courchevel. C'est pareil pour la nourriture? Les gens pourraient aussi dormir ici, mais ensuite aller tous les jours à Courchevel en téléphérique, c'est bien ça? Oui, ils peuvent y aller en ski, mais cela prendrait du temps et ils doivent bien savoir skier. Et aussi très attentifs aux horaires, à cause du risque de rester coincés dans l'autre vallée. Mais c'est possible. Bon, ils en tiennent déjà compte. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé spécifiquement des prix pour venir skier depuis la location du matériel jusqu'aux hébergements, qu'ils soient économiques ou luxueux. Mais bon, vous savez déjà si vous voulez encore moins cher ou si vous voulez un peu plus de luxe, mais pas trop cher non plus. Vous pouvez venir à Val Thorane, où les prix sont plus abordables. Pareil à Val Thorane? Et c'est un endroit beaucoup plus pour les jeunes, donc il y a beaucoup de bars de fête comme la Polydus, l'Igloo Bar. Donc c'est un endroit où tout reste ici dans le village. Les gens viennent en voiture et restent toute la semaine sans bouger leur véhicule, faisant la fête chaque jour. Élie, une question. Quel est le coût de la vie à Courchevel? Ou, bon, la Perrier là où tu vis? C'est-à-dire combien coûte un loyer moyen pour un couple et combien dépenses-tu pour la nourriture? Eh bien, en fait, Kevin et moi vivons dans un appartement de 70 mètres carrés qui a 2 chambres, donc il est assez grand. Et nous payons 1400 € par mois, sans les frais d'électricité et de gaz, ça c'est en plus. Donc je te dirais qu'au final, par mois, on paye environ 1800 €. Hors course, on atteint environ 2200 à 2300 selon le mois. Seulement le poids son mace. Le marché ou avec lui? 2000 avec le marché. Avec le marché? Il pourrait le dépenser 200 à 400 en nourriture. Exactement par mois. Bien sûr, avec le fait que nous allons toujours au restaurant avec les clients à midi, même si nos achats sont aussi assez limités. On n'en fait que 2 parce qu'au final, on n'a que le déjeuner du dîner et le petit déjeuner. D'accord. Alors bon, additionnez. Une personne qui fait les 3 repas à la maison pourrait dépenser environ 600 € entre... 600 et 700 €, je te dirais... C'est ça alors? Et une question, tu m'as dit tout à l'heure que le salaire moyen ici était d'environ 2000 € et tu me dis qu'en dépenses. C'est plus de 2000 €. Et encore, ils ne vivent pas si haut, ils vivent ensuite dans un petit village plus bas. Alors comment font les personnes qui gagnent ce salaire minimum? Eh bien, la différence, c'est un peu que moi, en tant que professeure indépendante, aussi en tant que professeur en général. J'ai un logement que je trouve moi-même, alors que les personnes qui travaillent ici sont logées par leur patron. Ah d'accord. Donc, ils n'ont pas ce genre de dépenses à payer parce qu'ils sont déjà logés. S'ils viennent travailler. Pour Courchevel, les frais de logement sont pris en charge par le patron. Nous arrivons déjà à nouveau, nous allons skier un peu et manger. Et en tant que professeur de ski, je veux parler des emplois que tu as. Toi et Kevin, mais il y a un moment, tu disais qu'il y avait être professeur à l'école ou en indépendant, selon ta méthode. Quel est le salaire moyen? Comment sommes-nous payés? Mensuellement ou toutes les 2 semaines? Comment trouves-tu des clients? Je peux te donner l'expérience des 2 côtés. À mon arrivée, j'étais avec l'école française qui n'accepte que les francophones. Donc, ce fut assez facile pour moi d'y entrer. Là, ils te payent à l'heure, dans le sens où ça dépend des années d'ancienneté que tu as là-bas, et l'école a comme un pourcentage qui diminue avec les années. Donc, quand tu arrives, selon ton niveau de formation, tu as un pourcentage plus ou moins élevé. Je suis arrivée ici avec la meilleure formation possible. Et au lieu de commencer avec 42% de retenue, qui est ce qu'on a à l'école, j'ai commencé avec 23% et pendant mes 4 années à l'école, j'ai réussi à passer de 23 à 15, ce qui est déjà un pourcentage très très bon. Ce qui m'amenait à un salaire horaire de 82,5 € net par heure. Par heure, bien sûr, parce qu'ils facturent à l'élève environ 100 $, soit à peu près 100 €.
Exactement, exactement. Donc s'il te prenait 23, il restait environ 77, puis il te prenait 15, il restait environ 85, quelque chose comme ça, quoi. Exactement, d'accord? Et par mois, ça dépend, c'est un peu difficile de te donner un salaire mensuel, parce qu'au final, nous, même si nous sommes à l'école, nous sommes indépendants, dans le sens où si un jour je ne voulais pas aller travailler, il me suffisait d'appeler l'école et de dire qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Il y a des périodes de haute saison où ils ne te permettent pas de faire ça, mais je te dirais qu'avec l'école, la dernière année où j'étais avec l'école, j'ai gagné en 2 mois et demi presque 28 000 euros. Soit environ 14 000 euros par mois. Oui, un peu moins, 10, 12 000, oui. Et puis il y a aussi les pourboires. Ça, bien sûr, ce n'est pas du tout fixe. Ça peut changer d'une année à l'autre, mais ça t'aide quand même, tu sais, à gagner un peu plus. Et en indépendant, enfin, j'imagine que tu gagnes un peu plus, parce que sinon tu ne serais pas sorti de l'école. Exactement, indépendante. Je gagne en vérité beaucoup plus. Parce que d'abord, je fixe mes prix et ensuite, tout ce que je fais est pour moi. Nous découvrirons ces prix bientôt, mais il faut d'abord y retourner. Regardez, ici je vais prendre ma première piste rouge de la journée. Bien sûr, je vais ranger la caméra parce qu'on ne veut pas d'accident. Et Éline, avant de partir, au moins une noire. D'accord. Éline a géré et m'a dit « Donne-moi la caméra, je filme ». Alors que Dieu nous récompense. On y va? Que penses-tu de la Roja? Lina ? Mais j'ai adoré, je me suis senti confiant, enfin attentif, toujours. Ce n'est pas que j'étais détendu, mais ça m'a plu. C'est juste qu'il y avait beaucoup de monde à certains moments. Il faut vraiment faire attention car une collision avec les skis ne doit pas être simple. On va sur la noire. Regardez le restaurant où on va aller manger au milieu de nulle part. Waouh, on a vraiment, je suis enchanté par cette vallée parce qu'elle est beaucoup plus vierge, il y a beaucoup moins de construction. Et en plus, on a de la chance parce que Ellie me dit que Val Thorens est la vallée qui se remplit le plus de monde, aussi parce que c'est la moins chère, c'est là où viennent le plus de personnes. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance. Et c'est très vide. C'est-à-dire, regardez pratiquement pour nous seuls, tout ce coin, regardez la beauté de cet endroit qui a le restaurant et aussi une petite boutique de souvenirs, dans laquelle, bien sûr, nous allons entrer quand nous sortirons manger. Regardez comment il te tente avec les desserts ici à l'entrée. L'endroit pour que tu aies déjà envie avant même d'entrer. Ça a l'air délicieux. Il s'appelle Chef Pépé. Nicolas? C'est comme Chef Pépé Nicolas? Chef, ça veut dire comme si tu étais chez Pépé Nicolas? Je pensais que c'était comme Chef. Ce n'est pas un Z à la fin? Regardez cette magnifique table. Regardez comme cet endroit est beau la nuit. Voici une photo d'ici, enfin, au coucher du soleil. Et regardez-le en été. Waouh, regardez, tout est vert avec quelques montagnes enneigées là-bas au fond. Beaucoup des aliments préparés ici viennent de leur ferme. Ils ont des fromages, des œufs, du lait et aussi de la viande, un peu de tout. Et tout de suite, je vous montre ce que nous avons commandé et combien ça coûte. Je pense que je n'ai rien à dire sur ce chocolat chaud, n'est-ce pas?
La petite crème a le goût comme si le lait venait d'être tiré d'une vache il y a 15 minutes et qu'il l'avait. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette crème! Et voyons voir comment est le chocolat. Alors. Bon, Aileen, on continue. Maintenant, raconte-moi. Quel est le revenu d'un professeur indépendant? Quelles sont les exigences pour devenir moniteur de ski? Eh bien, le salaire dépend beaucoup de combien on veut travailler. Cela dépend aussi si on a ses propres clients ou si on reçoit le travail des autres. Il y a toujours une commission si quelqu'un te transmet le travail. Mais je dirais que c'est entre 40 et ça peut monter beaucoup plus haut. J'ai ces amis qui gagnent 150 000 € comme professeur de ski pendant 4 mois. Pendant la saison? Oui, pendant la saison. Et cela, c'est payé au mois, ou c'est payé à la journée, ou c'est payé à l'heure, comme un professeur normal. Normalement, c'est payé à la journée car le domaine est vaste. Donc on fait généralement du 9h30 à 16h30. Donc les meilleurs clients pour nous sont ceux qui font la semaine complète. Ils arrivent samedi et skient du dimanche au vendredi. Cela nous garantit 6 jours de travail, puis on recommence chaque semaine avec un nouveau client. D'accord, d'accord. Et une journée de cours de ski avec un moniteur privé, ça coûterait combien à peu près? Les prix ne différaient pas beaucoup de ceux d'une école. L'école, c'est 6 cents 650, selon la saison haute ou basse. Avec un moniteur privé, c'est un peu plus élevé, car tu sais déjà avec qui tu skis. Le type de service est plus personnalisé, l'attention que ton moniteur te porte est plus grande. Je te dirais que c'est parce que ça ne dépend pas d'une école. C'est-à-dire, j'ai tout intérêt à ce que tu reviennes. Donc le prix peut aller de 650 à environ 1 000 € par jour. Ceci concerne les clients dédiés. Ce tarif s'applique-t-il à une personne ou aussi si je viens avec ma partenaire? Pouvons-nous tous les deux payer le même prix? Le prix reste le même, même pour 4 ou 5 personnes. L'essentiel pour vous, comme pour nous, c'est que vous ayez un niveau similaire. Parce que si 2 personnes, un couple, veulent skier ensemble, mais que l'une vient de commencer et que l'autre a déjà un niveau avancé, comment cela pourrait-il se passer avec toi? Si Valéria venait l'an prochain, auriez-vous besoin de 2 professeurs différents ou l'un attendrait-il que l'autre progresse au même niveau? D'accord, j'ai compris. Et donc d'après ce que tu me dis alors, la plupart des clients viennent par des agences, d'autres écoles ou quelque chose comme ça. Et il y a plusieurs canaux par lesquels les clients peuvent arriver? Je te dirais que lorsque tu travailles dans une école, le plus simple, c'est de passer par le concierge de l'hôtel. Parce qu'il y a beaucoup d'accords entre les hôtels et les écoles. Et donc, les écoles travaillent toujours avec les meilleurs clients, pour ainsi dire. Une fois que tu connais le client, il peut te réserver directement. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté l'école, mais il y avait beaucoup de clients qui voulaient être avec moi. Ils acceptaient de payer plus cher car leur but était d'être avec moi, pas avec n'importe qui de l'école. Et au final, ce qui marche toujours le mieux, c'est qu'ils peuvent avoir les réseaux. Bien sûr, Instagram aide beaucoup à trouver des clients, mais au final, comment on dit? De bouche à oreille? Le bouche à oreille, c'est toujours le mieux. J'ai eu des clients la semaine dernière que des amis voulaient skier avec moi et ils hésitaient même avec un autre moniteur parce que ce n'était pas moi, tu vois? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, concierge est un terme qu'on donne à une personne qui organise les voyages des gens. Donc vous entendrez ça dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la regarder après celle-ci. Qu'un concierge, c'est essentiellement ce que les personnes les plus riches engagent pour qu'ils s'occupent de tout. Des forfaits de ski, des hôtels, des activités, des restaurants et tout ce que vous pouvez imaginer. Que peut-on faire ici à Courchevel et dans ses environs? Là, il y a une émulsion de Robuchon, une émulsion de chèvre. Il y a 2 fromages que nous faisons là-bas dans notre ferme. Il y a de la raclette de chèvre, donc aussi du fromage de chèvre. Et là, c'est un fromage de vache. Là, il y a 2 piments, comme On dit confiture de thym et d'hypocras. L'hypocras est un vin aux épices et au miel.
Oh, que c'est bon. Merci, c'est... Juste l'assiette, monsieur, je reviens tout de suite, bien sûr. Ouah, ça a l'air spectaculaire. J'ai commandé comme un... ragoût de bœuf, ouf, quel délice. Magnifique. Merci. Ah, merci beaucoup. Nous fabriquons notre fromage au restaurant Le Mille Belleville, ici. Waouh. Regarde. Ils lui ont donné le fromage et la machine pour qu'elle en mette elle-même. On a laissé de la nourriture car on était trop rassasiés et tout est sorti à 100. 14 €. Élie, combien cela coûterait à Courchevel? Je pense qu'au moins 300-400 €, ce serait le minimum. Eh bien, alors, on a bien fait de le manger ici à Val Thorens, non? On continue le parcours, parce que, comme je vous l'ai dit au début, maintenant, on doit retourner au moins jusqu'à Méribel. C'est là qu'on a garé la voiture. Et il est déjà environ 3h30 de l'après-midi, et les téléphériques en CMP sont ouverts jusqu'à 4h30. Elinza, tu m'as déjà expliqué les différences entre un moniteur de ski d'école et un moniteur de ski indépendant. Mais maintenant, la question à 1 million, pourquoi ça avec ces salaires, que ce soit à l'école ou en indépendant? Regardez, même moi j'ai envie de venir à Courchevel. Pour être moniteur, qu'est-ce qu'il faut pour devenir moniteur de ski? Combien de temps pour apprendre? Raconte-moi tout en détail. D'accord, alors. Cela varie selon le pays, car en Europe, plusieurs permettent de suivre le cours. Bon, alors il y a des pays plus faciles, comme la Slovénie, l'Allemagne, l'Angleterre, et puis il y a des pays plus difficiles où la culture du ski est plus importante. Donc par exemple, je l'ai fait en Italie. Pour moi, ce n'était pas difficile car j'avais toujours fait de la compétition, donc entrer et passer la sélection était facile. Mais la vérité, c'est que dans des pays comme l'Italie, la France ou la Suisse, ils te demandent d'avoir déjà fait des compétitions. Et ensuite, le cours a une durée différente selon chaque pays. Par exemple, en Italie, on le fait pendant 1 an. Donc tu commences en avril pendant 1 an. C'est intense car chaque semaine, tu as des cours de formation. Cela peut être en classe pour les matières théoriques ou sur les glaciers, même l'été. Et la différence un peu. Grâce aux certificats européens mis en place, nous pouvons accéder à un autre pays, comme dans mon cas. Le premier s'appelle Europe. C'est une épreuve de géant, qui est l'une des disciplines et où tu dois être dans un temps imparti. Dans le cas où tu as déjà participé à une compétition, comme c'était mon cas, si tu as moins de 80 points pour les femmes, 100 pour les hommes, tu n'as plus besoin de ce test. Comme c'était mon cas, j'avais moins de points, donc je n'avais pas besoin de le faire. Et ça, c'est le premier. Donc c'est une épreuve technique, pour ainsi dire, qui mesure un peu tes compétences à l'intérieur d'un circuit, entre les piquets. Le deuxième s'appelle Eurosécurité, qui, comme le nom l'indique déjà, est une réglementation européenne liée à la sécurité. Alors, c'est tout ce que... C'est sur le sauvetage hors piste. Tu as un test à passer où tu dois chercher un corps. Je ne sais pas si c'est un vrai corps, mais tu as tous les instruments pour aller hors piste et tu as un temps imparti. Je ne sais plus si c'est 5 ou 10 minutes pour trouver 2 corps. Si tu y parviens, tu peux déjà emmener les clients hors piste. Cela te permet automatiquement d'enseigner hors d'Europe. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc ce n'est pas si simple non plus, parce que si tu ne concours pas, c'est pratiquement impossible, au moins dans des pays comme la France ou l'Italie, n'est-ce ce pays? Exactement, puis aussi les autres pays. Avec l'Eurotest, il est plus facile d'entrer dans son pays, mais sans cette épreuve de géant, c'est plus difficile. Tu ne seras quand même pas professeur. Tu peux avoir assisté à tous les jours du cours et avoir le niveau maximum, mais sans ce test, si tu ne le réussis pas encore, tu ne peux pas donner de cours. D'accord, eh bien voilà. Ceux qui, pendant qu'Éline expliquait les gains possibles, disertent déjà « Je vais vivre là-bas pour écouter la saison d'une Hago. Ah, tu redisais pas.
Le cours n'est pas si simple, mais attention, ce n'est pas le seul travail qui paie très bien dans cette région. Dans la vidéo précédente qu'il a partagée aujourd'hui, le filmmaking l'a rendu possible. Entre 700 et 1200 € en une seule journée de travail, que ce soit une demi-journée ou une journée complète. Eh bien, tout le montage et la post-production que cela implique, filmer des vidéos, les monter à la maison et les envoyer aux clients. Il y a aussi l'investissement dans le matériel, parce qu'un moniteur de ski n'a peut-être pas besoin d'investir autant d'argent dans l'équipement que ce que j'ai investi dans des caméras de cinéma, des drones, des caméras d'action, des ordinateurs, etc., etc., etc. Donc voilà, vous avez maintenant une perspective un peu plus large de ce qu'est la vie ici en France, spécialement en hiver. Les salaires minimums et moyens. Combien peut-on gagner si on est un as ou une as, comme Lino, comme Kevin? Et avant de terminer le lien, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre ici en France pendant la saison hivernale. Parce que par exemple, tu ne le fais pas en Italie ou en Suisse. D'après ce que j'ai compris, il y en a aussi beaucoup là-bas, non? La Plata? En vérité, une des raisons principales pour lesquelles mon petit ami et moi pensons que ça vaut la peine d'être ici, c'est L'argent. Dans beaucoup. D'autres lieux en Italie, comme les Dolomites, sont magnifiques, mais n'offrent pas la même opportunité économique qu'ici. Après avoir connu un tel endroit, c'est difficile. T'adapter à moins, car c'est devenu ta norme. Bon, pour nous, il est normal de manger avec les clients, de passer une semaine avec eux et de recevoir un pourboire. Donc passer à un système comme celui de l'Italie, où tu changes de client toutes les heures, ce serait, disons, une régression. Une régression comme descendre d'un cran. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de vivre en France? Les Français? On peut dire qu'on coupe? Non, ce n'est pas bien ni autorisé. Évidemment. En fait, parfois oui. Ce sont des situations difficiles car c'est une culture différente. La mienne, italienne, comme celle de Kevin, vénézuélien. Parce que même si nous sommes des pays voisins, nous avons beaucoup de différences culturelles que je remarque au quotidien. En plus, la mentalité des gens à la montagne est toujours plus fermée, surtout envers les étrangers. Donc, en arrivant ici, bien sûr, nous ne sommes pas françaises, alors nous subissons toujours un peu ce racisme. Bien sûr, c'est quelque chose à prendre en compte chaque fois qu'on voyage à l'étranger et aussi quand on va dans des endroits comme ça, plus éloignés de la ville. Où Kevin me racontait et m'a montré que la camionnette, on lui a rayé les portières parce qu'ils sont étrangers. Prête pour une autre rouge? Prêt pour une autre rouge. Regardez, je pense que cette vidéo a été très intéressante. Nous avons découvert beaucoup de choses et le meilleur de tout, comme la vidéo précédente, c'est qu'elle sera publiée pendant que je suis encore ici à Courchevel. Donc, si vous avez des doutes ou des questions, laissez-les dans les commentaires. Je pense qu'Éline sera ravie d'y répondre et Kevin aussi. Eh bien, encore une fois, merci de m'avoir accordé cette journée, de m'avoir donné des leçons de ski et de m'avoir fait découvrir leur terrain de jeu. Chez eux. D'accord, merci à toi.